Didier Poton, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour la biographie, votre livre Fidélité, donc une biographie de Philippe Duplessis-Mornay, donc édité par les éditions La Cause. Donc je vous demanderai d'abord de vous présenter, de nous dire qui vous êtes, et puis après on parlera du livre. Historien du protestantisme de l'époque moderne, j'ai commencé mes recherches à Montpellier, sur les Cévennes, au XVIIe siècle. J'ai découvert, moi qui ne suis pas d'origine protestante, j'ai découvert le protestantisme à l'Institut protestant de théologie et dans les Cévennes. C'était une vraie découverte pour moi qui suis plutôt d'origine parisienne et bretonne. Et puis les hasards des nominations universitaires m'ont fait remonter là où j'ai fait la plupart de mes études, c'est-à-dire à Poitiers, et je me suis réinvesti sur l'histoire du protestantisme entre Loire et Gironde. Aujourd'hui, professeur émérite de l'Université de La Rochelle et président des Amis du Musée protestant de La Rochelle, ce qui m'a permis de réfléchir aussi sur la question de la muséographie en culture et civilisation protestante, ce qui est un défi très souvent. Donc, concernant le choix du personnage, donc vous avez donc fait cette biographie donc sur Philippe Duplessis-Mornay. Est-ce que vous pouvez déjà présenter ce personnage et nous dire pourquoi vous avez choisi ce personnage-là? C'est la découverte quand nous avons commencé à travailler avec l'association Saumur et son histoire. La volonté de redonner à la ville de Saumur son passé protestant, qui est un passé prestigieux grâce à Philippe Duplessis-Mornay. Quand Philippe Duplessis-Mornay est nommé par le roi Henri III, en 1589, gouverneur de Saumur, pour à la fois tenir un pont sur la Loire, au cas où Henri de Navarre, qui vient de s'allier avec Henri III, aurait besoin de redescendre sous la pression des troupes catholiques vers ces terres du Béarn, vers La Rochelle, en refuge. Il a donc une responsabilité militaire essentiellement. Et puis progressivement, les débats, l'édit de Nantes, etc., il est consolidé dans sa charge. Il va être gouverneur de Saumur jusqu'en 1621. Et là, à ce moment-là, il veut faire de Saumur à la fois une ville idéale en ce qui concerne le protestantisme, à la fois sur le plan religieux, sur le plan académique, la célèbre création de l'Académie de Saumur qui va devenir un des phares intellectuels du protestantisme calvinien au XVIIe siècle. Donc tout d'un coup, on s'est aperçu, avec Saumur et son histoire, ensemble, on avait fait une histoire de Saumur chez Privat, que Philippe Duplessis-Mornay, on n'avait pas grand-chose. On avait très très peu de choses, et c'est Bernard Cotterêts, historien du protestantisme, un ami à qui je rends souvent hommage, qui m'a dit saisis-toi donc du personnage, voilà. Et c'est ainsi qu'il y a une première biographie qui est parue chez Perrin il y a une quinzaine d'années. Et puis c'est à l'occasion de la commémoration de son décès, 1623-2023, que les éditions de La Cause m'ont proposé de faire une biographie plus ramassée, et avec l'idée, la proposition que je leur faisais, c'est d'axer sur les fidélités de Philippe Duplessis-Mornay. Donc on voit aussi que c'est un personnage qui est témoin de son époque, parce qu'il est impliqué, il est militaire, il est théologien, il est diplomate, donc il est un témoin direct de l'époque, puisqu'il est conseiller d'Henri IV. Donc il a été témoin de phases très importantes. Il est un des artisans de l'édit de Nantes. Donc au niveau de l'histoire de France, il était vraiment présent et acteur dans des moments clés. Comment est-ce que, quand vous avez fait des recherches sur lui, est-ce que vous avez eu des surprises? Qu'est-ce que ce personnage apporte sur les connaissances qu'on a sur cette époque-là et sur ce qui s'est passé? Alors d'abord, la surprise qu'il ne soit pas plus connu alors qu'il a un rôle qui est à l'égal d'un Sully ou d'un Agrippa de Bigné dans le parti huguenot. Bon. Ça, c'est la première surprise. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi est-il si peu connu? D'abord parce que c'est un personnage très complexe. Il y a eu la superbe thèse d'Hugues d'Aussy
sur sa période politique jusqu'à l'édit de Nantes. Et j'ai découvert à la lecture des travaux du Cdossi qu'il avait pris une dimension de véritable homme d'État. C'était un homme d'État, et un homme d'État qui était capable... Je me demande si les journées faisaient 24 heures pour Philippe Duplessis-Mornay. Il avait plusieurs secrétaires au château de Saumur, il dictait la correspondance en parallèle à ses secrétaires. Mais ce qui m'a frappé, c'est la multiplicité de ses engagements. C'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire un homme d'État fidèle à Henri de Navarre, il veut faire monter Henri de Navarre sur le trône, avec cette utopie folle. Henri de Navarre, quand il montera sur le trône Henri IV, ça sera le premier roi protestant. Il veut le défi, les protestants représentent que 5% de la population du royaume, mais la véritable pacification de la France, ça serait que la majorité catholique reconnaisse la légitimité d'un roi protestant. Il va échouer. C'est une déception totale, la conversion d'Henri IV. Et puis, à côté de cela, il y a toute la face discrète, le diplomate, l'ami de Walsingham, le chef des services secrets anglais, celui qui rêve d'envoyer des navires au-delà de l'Atlantique, etc., qui rêve des Amériques, etc. Et à côté de ça, le théologien. Et un théologien de très très haut niveau. Et donc on n'est pas très étonné quand il s'installe à Saumur de vouloir quitter la dimension pas totalement militaire, mais il est mis sur la touche par Henri IV après l'affaire de Fontainebleau début XVIIe. Donc il se réinvestit totalement sur cette utopie saumuroise, une utopie intellectuelle et protestante. Donc parce qu'on le voit dans le livre notamment... c'est presque amusant à lire, à l'époque ça l'était certainement pas, mais quand Henri IV se rapproche de la papauté et qu'il y a une espèce de réconciliation entre Henri IV et la papauté, lui sort un livre contre la messe. Alors est-ce que c'était le hasard du calendrier ou est-ce que c'était voulu de sa part? Non, ce n'est pas le hasard du calendrier. Il est certain que le livre avait été commencé avant et était dans les papiers, mais il le sort absolument pas par hasard à ce moment-là. C'est parce que dans sa fidélité, il est fidèle au roi de France, mais il est aussi fidèle à la théologie des églises réformées. Et à ce moment-là, il veut rappeler tout simplement ce qu'est le cœur de doctrine et un anti-papisme, mais c'est surtout son combat, c'est l'anti-jésuitisme. Hein, c'est l'anti-jésuitisme parce qu'il voit l'importance que prennent les jésuites auprès d'Henri IV, etc. Donc il y a des moments où il faut rassembler, et là, on dirait aujourd'hui, il faut cliver. Donc effectivement, le livre s'appelle Fidélité. On comprend quand on lit le livre pourquoi, parce qu'en fait, il est fidèle, mais toutes ses fidélités sont totalement contradictoires finalement. Elles sont contradictoires ou elles sont pas successives non plus. La première des fidélités, c'est une fidélité à son groupe social. Vous l'avez dit, c'est un militaire. Il y a une fidélité à se tenir son rang dans la noblesse, et il veut sa place dans la noblesse huguenote, et même vis-à-vis d'une partie de la noblesse catholique. Il ne faut pas oublier qu'il a quand même un oncle maternel qui est évêque. Hein. Bon, donc il y a aussi cette dimension-là. Fidélité à son groupe social. La deuxième idée, à mon avis, qui est tout aussi importante, c'est la fidélité au personnage Henri de Navarre, même quand il est sous forme d'une disgrâce, il est fidèle à Henri IV, et c'est la fidélité au roi de France. C'est la fidélité à la monarchie française, et en cela, il est le noble au service du roi dans un rapport féodo-vassalique classique. Et puis sa fidélité, c'est la fidélité à l'Église, aux églises réformées. Et ça, sur la fin de sa vie, l'Académie protestante de Saumur, c'est de former l'élite intellectuelle qui va permettre, dans le cadre de l'édit de Nantes, d'assurer l'encadrement des fidèles dans les quelques 800 à 900 églises du Royaume de France. Mais avec un projet qui est un projet intellectuel de très très haut niveau. Il y a une ambition intellectuelle dans la formation théologique à Saumur qui est la place, je le disais tout à l'heure, comme un des phares intellectuels. Quand on voit le nombre d'étudiants étrangers qui passent par Saumur, pour pouvoir passer 2 mois, 3 mois, 4 mois, etc. Il recrute parmi les meilleurs enseignants, les meilleurs professeurs. Il enseigne lui-même à Saumur. C'est une chose qu'on ne souligne pas assez. Il enseigne lui-même. Il remet les prix de théologie, les prix de doctorat. Il est totalement investi, après le décès de sa femme, totalement investi dans l'Académie de Saumur. Alors il y a 2 autres points. Il y en a un qui est... j'ai vu que le livre est préfacé par
Gérard Larcher, qui soulève d'ailleurs un point qui est permanent en politique, c'est effectivement il y a le penseur et il y a le politique. Et le politique ne peut pas toujours suivre le penseur. Donc c'est vrai aujourd'hui et c'était vrai à l'époque. Donc on le voit, il y a cette contradiction qu'on voit dans le livre par rapport aux fidélités que vous avez annoncées, effectivement, vous les avez dites. Donc là, le livre est intéressant. Il y a deux autres points aussi assez modernes, moi je dirais. C'est la dimension européenne dont il a pris la conscience. Qui est tout à fait contemporaine, on est déjà sensible à l'opinion publique, mais voilà, donc si vous pouvez nous en parler un peu. Il découvre l'Europe quand il fait son tour d'Europe, comme un certain nombre de nobles font, puisqu'il va en Italie, il va en Europe. Il découvre le salon du livre de Francfort, qui existe toujours. Il a un réseau extrêmement important à ce moment-là, et il découvre une Europe qui, bien entendu, est extrêmement divisée sur le plan confessionnel, mais il en voit en même temps l'unité. Et c'est l'unité de ce qu'on va appeler quelques dizaines d'années plus tard la République des lettres. Alors, c'est une république qui échange sur le plan de la pensée le rapport du politique et du religieux. Et à un moment où il y a ce fameux courant des monarchomaques, où on débat sur la question, Théodore de Bèze commence avec la réflexion autour de la légitimité du pouvoir, et Duplessis-Mornay va s'engager avec son Vindiciae contra Tyrannos, il va s'engager dans ce débat entre qu'est-ce que le politique, qu'est-ce que la légitimité politique, quelle est la limite du pouvoir politique, et est-ce que Dieu est une limite au pouvoir politique. Et il va le garder jusqu'au bout, il va avoir cette réflexion. Et il va réussir à assumer cette contradiction entre la pensée et l'action, dans, je dirais, la diplomatie au quotidien, la pacification au quotidien pour apaiser les passions. Mais apaiser les passions, ça ne veut pas dire avoir un compromis trop large. Moi, je suis frappé par Duplessis-Mornay, c'est sa qualité la qualité qu'il a de devoir mener des négociations en sachant avancer, reculer, et surtout savoir qui prévenir. Il sait mettre en réseau les hommes et les femmes. Je pense à la duchesse de la Trémouille, mais aussi sa femme qui joue un rôle important, Charlotte Arbalète. Et savoir la lettre, le document, le mémoire qui permet de mobiliser un tel. C'est un joueur d'échecs par moment. D'accord. Alors justement, vous avez évoqué sa femme. J'ai l'impression, en ayant lu le livre, que pas mal de vos sources viennent de la correspondance qu'il a eue avec sa femme. Et on voit aussi que c'est pas juste une correspondance comme ça, mais qu'elle a également des opinions, qu'elle a également joué un rôle. Alors c'est vrai que dans l'histoire, malheureusement, les femmes se sont effacées parce qu'on en a moins parlé. Mais là, par ses lettres, il y a quand même une trace de l'influence éventuelle qu'elle aurait pu avoir. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Dans le monde protestant, les femmes ont joué un rôle quand même extrêmement important, tout du moins dans la noblesse, etc. C'est évident. Mais en ce qui concerne Charlotte Arbalète, sa correspondance a été en très grande partie publiée chez Honor et Champion il y a quelques années. Et là, ce qui est à la fois touchant dans ses lettres, c'est qu'à la fois elle peut dire à son mari, si tu passes par Angoulême, va chez l'apothicaire monsieur Untel pour me ramener tel remède, alors qu'on est en pleine guerre de religion, qu'il a à se préoccuper d'entreprises militaires, passe donc par Angoulême pour aller chercher. Il y a en même temps, pendant que tu es absent, je m'occupe de surveiller les chantiers de la fortification de Saumur, etc. Bon, et avec aussi un certain nombre d'annotations sur un tel ou un tel. Elle a très très mal vécu les quelques mois qu'elle a passé à Montauban, où le consistoire de Montauban lui a fait remarquer qu'elle avait des artifices dans la chevelure qui n'étaient pas compatibles au moment du culte. Elle est partie de Montauban en disant « je déteste la Gascogne ». Bon, donc il y a ces éléments-là, et ensuite les mémoires, la correspondance, mais surtout ce qu'elle écrit. Il ne faut pas oublier qu'elle veut le garder pour son fils Philippe de Beauve, qui va mourir aux Pays-Bas, qui est un moment d'une intensité émotionnelle, je trouve, pour Philippe Duplessis-Mornay, qui perd en quelques mois à la fois son fils et à la fois son épouse. Mais ils ont été un couple fusionnel. Je pense qu'on n'atteint pas les discussions qu'il y a pu avoir entre eux, y compris sur le plan religieux.
Mais ce qui m'amuse toujours, le portrait qui est sur la couverture du livre, c'est vraisemblablement le seul tableau qu'avait sa femme dans sa chambre. C'était le portrait de son mari, c'était celui-là qui est au château de Saumur. Mais Charlotte Arbalète, c'est quelqu'un qui seconde son mari quand il est absent, et il bouge beaucoup. Enfin, il faudrait faire les voyages. Enfin, il y a un moment où il est quasiment absent 8 mois sur 12, hein, et on ne sait pas s'il est en Angleterre, etc. Et elle est là. C'est elle qui tient la maison. C'est elle qui tient son rang avec ses enfants. Moi, je suis assez impressionné par cette force de caractère que peut être le caractère de Charlotte Arbalète. Donc on a finalement une histoire très moderne et très contemporaine. On a l'Europe, on a une société qui se cherche carrément. Il y a également le féminisme, une femme qui prend en main les affaires de son mari. Voilà, qu'est-ce que ce personnage peut nous dire aujourd'hui dans un monde politique qui est quand même... c'est peut-être pas un hasard si Gérard Larcher a fait l'introduction dans ce monde politique aujourd'hui qui est extrêmement difficile de nos jours. Je crois d'abord qu'il y a une dimension du Plessis-Mornay qu'on n'a pas évoquée, c'est la dimension sociale. C'est un noble, hein, c'est une société d'ordre. Mais pourtant, aux États généraux de 1576, ils considèrent qu'on ne peut pas continuer à écraser le peuple comme ça. Bon. Donc il y a aussi cette dimension-là. Moi, je crois que ce que peut apporter du Plessis-Mornay, c'est que la politique est une action qui ne se fait pas sans penser, qu'elle a des temps différents, mais que surtout l'idée selon laquelle chacun doit être enfermé à la fois dans sa doctrine, dans sa pensée et dans le personnage qu'il s'est construit, sans décaler, prendre en compte les autres. Je pense que du Plessis-Mornay n'a pu être l'homme d'État qu'il a été que parce qu'il a su aussi prendre conscience de ce qu'était l'autre. C'est-à-dire qu'il intégrait dans sa réflexion et dans son action ce qu'étaient les autres, qu'ils soient protestants ou qu'ils soient catholiques. Ce qui n'empêche qu'il y a des moments de violence, parce qu'on est en période de violence. Mais pour lui, la violence n'est pas un but. La violence, c'est hélas l'étape qui est imposée pour aboutir à une pacification. Moi, je suis frappé, c'est de cette volonté que l'homme d'État est un homme qui doit apaiser la société. Merci beaucoup. On va terminer sur cette phrase. Je pense qu'il le définit très bien. Et merci de nous avoir présenté votre livre. Je vous remercie.